Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Simplicure, aujourd'hui sur la thématique du cholestérol, les actualités sur la prise en charge micronutritionnelle. C'est un webinaire que nous organisons en collaboration avec le laboratoire L'Écuyer. Et c'est aujourd'hui Nathalie Ballesteros que nous accueillons. Bonjour Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais vous laisser vous introduire dans quelques secondes. Mais juste avant, quelques petits rappels sur le fonctionnement de Big Marker. Vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions à la droite de votre écran, donc dans les rubriques discussion et Q&A. Nous prendrons un temps à la fin pour y répondre. Hop. C'est à vous Nathalie, je vous laisse faire cette belle présentation et je vous dis à tout à l'heure. Ok, merci Alice. Eh bien, écoutez, je vous réitère mon bonjour. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous sur la plateforme de Simplicure. En deux mots, je me présente. Donc, je m'appelle Nathalie Ballesteros. Je suis docteur en pharmacie et aussi naturopathe. Je travaille au laboratoire l'Écuyer Group Planning depuis oh là là, un certain nombre d'années. Le laboratoire L'Écuyer, pour vous dire deux mots, est un laboratoire donc expert en micronutrition qui fait partie du groupe Lenning, que vous connaissez certainement. Laboratoire L'Écuyer donc a été créé il y a 30 ans et c'est vraiment l'expert en micronutrition donc pour vous accompagner au quotidien avec une large gamme basée sur un principe de synergie, une naturalité, des preuves d'efficacité et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui à travers une référence pour donc le cholestérol. Voilà pour les points très rapides. C'est effectivement un laboratoire français et on va le voir au cours de cette petite présentation qui formule donc des compléments alimentaires en interne basés sur le respect de la réglementation française également. Et nous travaillons depuis plus de 30 ans avec des professionnels de santé tels que vous. Voilà, je pense que je suis suffisamment rapide et synthétique. Nous allons passer tout de suite dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui, la thématique est celle donc du cholestérol. Donc, dans un premier temps, je ferai quelques rappels sur le cholestérol, sa synthèse, son métabolisme, ses risques lorsqu'il y a des excès. On verra comment prévenir et prendre en charge effectivement ces excès de cholestérol. Et on parlera d'une référence de complément alimentaire qui s'appelle donc l'Emicol, qui a fait l'objet d'études, je précise bien, cliniques. Et puis, on aura un temps d'échange sur les différentes questions que vous pouvez vous poser sur la prise en charge du cholestérol, le cholestérol ou les limicoles. Voilà, nous allons donc désormais commencer avec quelques rappels sur le cholestérol. Pour nous dire que d'abord, le cholestérol, il ne faut pas le fustiger. Le cholestérol est donc un lipide qui va être indispensable à la vie. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer dans la composition de l'ensemble des membranes de l'organisme. Donc, c'est une structure particulière, hein, c'est un noyau stérane et une fonction alcool donc pour ce cholestérol. Et ce cholestérol, comme je vous le disais précédemment, va avoir deux rôles fondamentaux. Un rôle effectivement structurel, donc il va rentrer dans la composition de toutes les membranes des cellules de notre organisme, assurant une fluidité membranaire. Et cette fluidité membranaire est extrêmement importante dans la transmission de l'information de cellule à cellule. Donc, premièrement, un rôle structurel. Deuxièmement, ce cholestérol va avoir un rôle fonctionnel, c'est-à-dire qu'il sera à l'origine précurseur de certaines substances, notamment la vitamine D, les corticostéroïdes, les hormones sexuelles, etc. Donc un double rôle pour ce cholestérol. Alors, ce cholestérol, comme je disais, il ne faut pas le fustiger, bien sûr, on en a besoin, vous avez compris pourquoi, et on estime que ces apports journaliers doivent être, alors schématiquement, de 1 à 2 grammes par jour, pour assurer donc ces différentes fonctions, à la fois structurelles et donc fonctionnelles. Ce cholestérol va être apporté par deux voies différentes. La première qu'on appelle la voie donc exogène, qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire l'apport alimentaire. Et la deuxième, c'est l'apport donc endogène, c'est-à-dire qu'il provient, ce cholestérol, d'une fabrication endogène interne qui se fait au niveau donc du foie, une synthèse donc hépatique.
Et si l'on veut préciser un petit peu les choses et pour déculpabiliser certains sujets, certains patients, eh bien, souvenez-vous que ce cholestérol exogène ne représente que 25% de la part du cholestérol et que le cholestérol endogène, celui qu'on va fabriquer, on dit familial aussi, représente 75% de la valeur du cholestérol. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous allons aborder effectivement son métabolisme et le transport. Donc, comme je vous le disais, dans la voie donc endogène, ce cholestérol est fabriqué au niveau du foie, avec toute une chaîne métabolique. Hein, je vous ai mis à droite son petit schéma, peu importe. En tout cas, il y a une étape clé dans la synthèse du cholestérol qui concerne donc la transformation de l'HMG-CoA par une petite enzyme qu'on appelle l'HMG-CoA réductase, c'est son nom, qui va permettre une transformation de l'HMG-CoA en mévalonate. Et ça, c'est une étape clé de la synthèse du cholestérol sur laquelle on va pouvoir agir pour moduler cette synthèse. Donc voilà, une première biosynthèse donc endogène. La problématique qui se pose à nous, c'est qu'on a dit que ce cholestérol, il faisait partie de la membrane de l'ensemble des cellules de l'organisme. Et donc, à partir du moment où il est fabriqué au niveau du foie, il faut qu'il y ait des transporteurs qui l'amènent jusqu'à toutes les cellules de notre organisme, puisqu'on en a besoin. La problématique, c'est que le cholestérol est un corps gras, que le véhicule de notre organisme est donc le sang, et que ce sang est plutôt un liquide aqueux, donc hydrophile. Et donc, c'est comme la vinaigrette, hein, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas bien. Donc, il va falloir trouver des transporteurs qu'on appelle donc des lipoprotéines. Ces lipoprotéines vont permettre le transport du cholestérol jusqu'aux cellules cibles. Et il va y avoir différents types de lipoprotéines avec des noms bien particuliers qui sont fonction de leur structure, de leur densité. Et on va parler de HDL, de LDL notamment, de IDL, de VLDL ou de chylomicron. Quand je dis LDL et HDL, ça vous évoque déjà quelque chose sur le cholestérol avec le bon et le mauvais cholestérol. Donc le LDL qui est le mauvais cholestérol et le HDL qui est le bon cholestérol. Donc voilà quelques précisions. Donc comme on le disait, au niveau de la voie endogène, ces lipoprotéines vont permettre d'acheminer le cholestérol qui est fabriqué au niveau donc, du foie jusqu'au tissu cible et de revenir donc par ce cycle entérohépatique au niveau du foie par donc le HDL. Donc le mauvais, LDL du foie vers les tissus et le HDL, une sorte de recyclage. Voilà. Sur la voie exogène, on va avoir effectivement un apport alimentaire qui va se faire bien sûr par voie orale. On aura donc l'absorption qui se fera au niveau donc de l'intestin et le transport là ici par les chylomicrons jusqu'au tissu adipeux avec un recyclage qui se fera aussi au niveau du foie, le cycle entérohépatique. Voilà un petit peu donc les deux types de métabolisme du cholestérol en fonction de sa nature, s'il est endogène, fabriqué par le foie, s'il est exogène, apporté par l'alimentation. Alors, la grande question qui se pose, c'est de savoir si l'on peut prévenir et prendre en charge un excès de cholestérol. C'est une grosse question et là, on voit qu'en France, on a des données sur la population donc française et ses dyslipidémies. La bonne nouvelle, c'est que la moitié de la population, 49%, sur mon camembert, c'est la partie droite, eh bien, 49% de la population française ne va pas présenter de trouble de dyslipidémie. Il n'y a pas d'anomalie au niveau du bilan lipidique que l'on peut faire lorsqu'on a une prise de sang. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a l'autre partie, donc la partie complémentaire, les 51% restants, qui vont présenter des anomalies du bilan lipidique. Et dans ces anomalies du bilan lipidique, on va avoir un tiers de ces 51%
donc 30% schématiquement, qui vont présenter une hypercholestérolémie, un taux de cholestérol trop élevé. Il y aura aussi ce qu'on appelle un HDL bas, donc là c'est le bon cholestérol qui est trop bas. Il y aura, donc pour 12%, il y aura une augmentation des triglycérides dans le cadre donc de ces anomalies lipidiques qui représentent 4% de cette moitié, de ces 51%. Et puis on a 5% de malchanceux qui vont à la fois cumuler une augmentation du mauvais cholestérol et une augmentation des triglycérides, je précise bien triglycérides sanguins, ce qu'on appelle une hyperlipidémie mixte. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu des chiffres sur cette anomalie du bilan lipidique. Alors, pourquoi s'y intéresser sans fustiger non plus parce que, en fait, cette augmentation du taux de cholestérol peut être un bras de levier sur des facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires. Et on sait que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France pour les femmes, avec un risque accru après la ménopause pour les femmes. Elles sont protégées, en plus protégées que les hommes avant la ménopause, mais à la ménopause, le fait qu'il y ait une baisse d'œstrogène va augmenter le risque de mortalité pour ces femmes et ça devient la première cause de mortalité. Et elle est donc la seconde cause de mortalité pour ces hommes. Donc, de quoi parle-t-on? On va parler effectivement d'AVC, d'infarctus, de maladies vasculaires périphériques, etc. Comment agir? Eh bien, effectivement, comme je vous le disais, le cholestérol va être un bras de levier sur les autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires que sont l'hypertension, donc le diabète, cette hypertriglycéridémie et l'obésité abdominale. Voilà pourquoi il est important de prendre en charge ce cholestérol parce qu'en diminuant ce taux de cholestérol, on va diminuer le risque lié aux autres facteurs de risque de ces maladies cardiovasculaires. Voilà. Alors, pourquoi tout cela? Eh bien, tout simplement parce que l'on voit que ce LDL, qui est donc le mauvais cholestérol, lorsqu'il subit une oxydation, on parle donc du LDL oxydé, il va former donc un agrégat de cellules que vous voyez ici sur ce petit schéma, des cellules spumeuses, on appelle spumeuses, qui seront à l'origine de la plaque d'athérome, donc qui va se déposer au niveau des artères et qui vont, comme il y a une oxydation, qui vont rigidifier ces artères. Et on a parlé tout à l'heure de fluidité membranaire, y compris ici au niveau des artères. Une artère qui se rigidifie, c'est comme un petit peu un tuyau d'arrosage. Eh bien, on va avoir une pression qui va augmenter, une pression artérielle. Alors, si déjà on a une hypertension, elle sera aggravée. Et puis, on risque d'avoir, bien sûr, un caillot qui va se développer et puis un thrombus et diminuer le diamètre donc de ces artères et la possibilité d'avoir un caillot qui peut aller se promener donc ailleurs. Voilà pourquoi il est important de limiter le mauvais cholestérol, le LDL, et surtout aussi son oxydation qui est à l'origine de ces cellules spumeuses et de la plaque d'athérome. Voilà, un petit peu cette illustration, vous voyez, avec ce dépôt progressif de cholestérol et la formation de ce caillot qui altère la bonne circulation donc des cellules sanguines. Voilà pour cette physiopathologie. Et comme je vous le disais, ce cholestérol, sans le fustiger, est un bras de levier sur les autres facteurs de risque. Je répète, l'hypertension, l'augmentation donc de la glycémie, le diabète, l'obésité abdominale et donc les triglycérides, l'augmentation des triglycérides. Donc, il est important de pouvoir abaisser ce taux de cholestérol et d'adapter une hygiène de vie donc particulière. Parce qu'évidemment, il y a eu donc des études, et là c'est Interhealth qui a établi, si vous voulez, un ranking des facteurs de risque et on montre bien que l'excès de cholestérol va être donc un facteur de risque des maladies cardio-métaboliques et va augmenter ce risque donc de 49%. Il y a après des éléments qui sont dans l'hygiène de vie, notamment le tabagisme, la sédentarité, etc.
Donc, le cholestérol apparaît en 1 au niveau de ces facteurs de risque multiplicateurs. Et donc, en améliorant le taux de cholestérol, on va avoir effectivement un facteur démultiplicateur. Voilà. Alors, vous savez que pour prendre en charge cet excès de cholestérol, eh bien, il existe un tableau de score qui est utilisé donc par les cardiologues et qui, au vu du sexe du capitaine, hein, donc du patient, de leur âge, de leur tension artérielle, de la valeur donc de ce cholestérol de cholestérol total qu'on va croiser avec le LDL, il y a un tableau qui existe qui va évaluer le risque cardiovasculaire. Et on va parler de risque faible à modéré, de risque élevé, voire très élevé. Et cela signifie, donc il y a des chiffres hein, qui vont apparaître en croisant tous ces éléments, et ça va être croisé à un tableau de prise en charge. Vous voyez qu'en fait, en fonction, dans l'axe des abscisses, donc le risque évalué, et dans l'axe des ordonnées, la valeur de LDL cholestérol, il est établi en fonction de ce risque des mesures à mettre en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces mesures à mettre en place, quel que soit le risque, donc faible, modéré, élevé, voire très élevé, les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes. Qu'est-ce que l'on entend par mesure hygiéno-diététique? C'est effectivement un réglage alimentaire, peut-être voir un petit peu l'assiette, l'activité physique, essayer de voir effectivement au niveau de l'accompagnement tabagique, et puis les compléments alimentaires rentrent dans cette prise en charge des mesures hygiéno-diététiques. Ces compléments alimentaires, quand on parle de compléments alimentaires, effectivement, il faudra bien encadrer leur utilisation pour que, d'abord, il y ait une sécurité d'usage, une démonstration d'efficacité, et puis cibler les patients qui seront éligibles à ces compléments alimentaires. Il est bien entendu que lorsque vous êtes à risque en prévention, ce qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu déjà des troubles cardiométaboliques, il y a forcément une prise en charge médicamenteuse. Mais lorsqu'on est en prévention primaire avec un risque faible à modéré, on peut très bien envisager une prise en charge par les compléments alimentaires qui s'inscrivent dans les mesures hygiéno-diététiques. Voilà, donc je vous ai mis ici les recommandations pour la prise en charge de ces dyslipidémies en fonction de la cible de ce LDL cholestérol. Et c'est ce qui est très important aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'objectif en fonction, on a vu tout à l'heure du tableau de score, des facteurs de risque cardiométabolique, de la cible à atteindre sur cette valeur de LDL. Voilà. Donc, des moyens de prévention, oui, il en existe. On l'a dit, donc réglage alimentaire, bien sûr, et une activité physique et une prise en charge de compléments alimentaires par des compléments alimentaires, mais en ayant un cadre bien particulier. Alors, la première notion, c'est que effectivement, l'intérêt des compléments alimentaires, c'est d'accompagner l'efficacité des mesures hygiéno-diététiques. Souvenez-vous, au tout début de cette présentation, je vous ai dit que le cholestérol alimentaire ne représentait que 25% de ce cholestérol total. Et les endocrinologues sont tout à fait d'accord sur le sujet, à dire qu'effectivement, un réglage alimentaire, même s'il est strict, ne va entraîner qu'une baisse au maximum de 8 à 10% de ce taux de cholestérol. Ça veut dire que parfois, on va restreindre, restreindre nos patients, nos sujets à un réglage alimentaire qui sera somme toute peu efficace sur la baisse du LDL cholestérol. Donc les compléments alimentaires ici, dans certaines conditions, vont viser à optimiser les mesures hygiéno-diététiques, donc purement réglage alimentaire et alimentation, et à motiver le patient. Mais à condition que ces compléments alimentaires ont montré, leur bénéfice santé, leur bonne tolérance sur leur utilisation. Voilà. Alors,
Ici, on a effectivement quelques données sur l'EAS et l'ESC, c'est-à-dire les recommandations aussi de la cardiologie, qui montrent qu'il y a un intérêt à utiliser de la levure rouge de riz. Vous voyez, elle est classée en niveau A, ainsi que des oméga 3. Par contre, il faut avoir certaines conditions d'utilisation de ces compléments alimentaires. Et c'est tout l'objet de cette deuxième partie de démonstration sur la présentation de l'imicol, qui est notre solution pour abaisser donc ce taux de LDL cholestérol, donc ce limicol qui est un hypocholestérolémie. Et je vais vous en dire quelques mots désormais. Alors, avant de parler de l'imicol à proprement parler, vous êtes certainement au courant que depuis l'année dernière, il y a eu un encadrement, une modification en tout cas de la législation concernant donc les levures rouges de riz, puisque les levures rouges de riz sont utilisées depuis plusieurs dizaines d'années, et que aujourd'hui on devrait utiliser des levures rouges de riz qui ne devraient pas être titrées à plus de 3 mg en monacoline, ce qui n'était pas le cas précédemment. On pouvait trouver sur le marché des compléments alimentaires qui étaient titrés en monacoline totale, voire K, qui est une particularité de ces monacolines, et qui pouvaient atteindre des doses inférieures ou égales inférieures à 10 mg. La seule problématique, c'est que ça induisait les mêmes douleurs musculaires que les statines de synthèse. Donc, il y a eu un encadrement qui est aujourd'hui actuel de ne pas dépasser ces 3 mg de monacoline totale. Voilà, pour pouvoir avoir une efficacité et une bonne tolérance, et plus précisément une tolérance musculaire, une bonne tolérance musculaire. La deuxième actualité, en dehors de cet encadrement du complément alimentaire à base de levure rouge de riz, c'est que l'imicol, qui est un complément alimentaire que le laboratoire L'Écuyer et son équipe ont formulé en 2008, donc vous voyez, on a un certain nombre d'années de recul, a reçu une autorisation d'une allégation de santé qui cite l'imicol va permettre de réduire un facteur de risque lié aux maladies coronariennes. Donc ça, c'est une grande première parce que c'est le seul complément alimentaire qui ait reçu une allégation santé, c'est-à-dire qu'on reconnaît un bénéfice santé sur une formule complète. Voilà, en précisant que l'imicol contient par jour 2 mg de monacoline K et que donc de fait nous sommes bien inférieurs à 3 mg qui est la réglementation actuelle. En précisant également que l'imicol n'a jamais vu sa formule changer depuis 2008. Donc voilà, c'était les deux informations dont je voulais vous faire part en vous précisant qu'effectivement, il s'agit bien d'une allégation santé puisqu'il existe différents types d'allégations. Donc là, c'est vraiment relié à une formule sur un intérêt santé. Voilà. Alors, cette obtention de l'allégation santé a été un long cheminement, comme je vous le disais. L'imicol a été formulé en 2008. Il a fait l'objet, l'imicol, de plusieurs études cliniques, et j'insiste bien sur le terme clinique. La formule l'imicol a été testée donc en milieu hospitalier sur des patients, bien sûr. En 2013, il a eu un avis positif de l'EFSA, qui est l'autorité donc de sécurité des compléments alimentaires. Et donc récemment, en 2022, il y a eu donc cette allégation santé qui reconnaît l'intérêt de l'imicol sur la réduction du mauvais cholestérol, donc du LDL cholestérol, qui est un facteur de risque de développement de maladies cardiaques coronariennes. Et ça, c'est l'imicol qui a eu cette allégation. Ce n'est pas la levure rouge de riz, on est bien d'accord, c'est cette formule complète. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, l'imicol va être formulé à partir d'une synergie de 8 actifs, et ça, c'est une grande particularité aussi du laboratoire L'Écuyer, c'est que lorsqu'on formule un complément alimentaire, on va décortiquer la physiopathologie de la problématique, voir à quelle étape on peut intervenir, avec quel type d'actifs, et qui est démontré, bien sûr, toute leur sécurité d'usage, et bien sûr autorisée en France. Donc, l'imicol, c'est une association synergique
de 8 types d'actifs. Avec, on peut le voir apparaître sur l'écran, de la feuille d'artichaut en extrait sec, des polycosanols de canne à sucre, de la levure rouge de riz, titrée en monacholine, 2 mg par jour, des OPC d'écorce de pin, de l'ail, de la vitamine E et des vitamines B. Et vous voyez déjà qu'en fait, dans la conception de l'imicole, il y a un double aspect. Le premier, c'est d'avoir une action directe sur la synthèse du cholestérol, notamment avec cette levure rouge de riz, et on va le voir tout à l'heure, qui va agir directement sur cette petite étape clé qu'on a vue tout à l'heure, la transformation de l'HMG-CoA en mévalonate par l'enzyme qu'on appelle l'HMG-CoA réductase. Et donc, cette HMG-CoA réductase va être inhibée par la levure rouge de riz, titrée à 2 mg en monacholine K. Et puis, d'autre part, on va avoir, par exemple, la feuille d'artichaut avec la lutéoline, qui va aussi avoir un rôle sur l'absorption du cholestérol alimentaire. Donc, on a cette double efficacité sur le cholestérol endogène et surtout endogène, mais également sur le cholestérol alimentaire. Donc, cette première partie, ce sont les composants, vous voyez, sur la partie gauche. Sur la partie droite, on voit des OPC d'écorce de pin, de l'ail, de la vitamine E, et ça vous évoque tout de suite, forcément, des antioxydants. Pourquoi des antioxydants dans la formule de l'imicole? C'est pour la simple et bonne raison, on a vu tout à l'heure, que c'était le LDL oxydé qui subissait donc une oxydation qui allait former ces cellules spumeuses à l'origine de la plaque d'athéro. Donc, dans cette formule de l'imicole, il y a à la fois donc, des actifs pour avoir une action sur la production donc, du cholestérol, mais limiter aussi son oxydation, et c'est tout l'intérêt de cette formule complète de l'imicole. Donc, voilà un petit peu son mode d'action par rapport à ces différents actifs, en sachant que le cœur donc, de l'action se situe au niveau de l'inhibition de la HMG-CoA réductase, au même titre que les statines de synthèse. Mais vous allez voir tout l'intérêt de l'imicole par rapport aux statines de synthèse. Voilà, donc une action sur le cholestérol endogène, mais aussi alimentaire, mais surtout endogène. Voilà, donc tous ces actifs, avec une prise donc, de l'imicole, en tout cas au début de la cure, de 3 comprimés par jour en fractionné, c'est-à-dire un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé soir, sur 3 mois de complémentation de cure. Pourquoi ces 3 mois et ces modalités de prise? C'est parce que ça a été en fait les modalités qui ont été imposées lors des études cliniques. Voilà. Donc, on a une prise, surtout en fractionné, pour bien avoir les résultats que l'on va vous présenter tout de suite après. Donc, vous voyez une synergie d'actifs pour ce limicole. Donc, une synergie d'actifs, une excellente tolérance, et ça, c'est vraiment un point clé différenciant de l'imicole, puisqu'il n'y a aucune atteinte musculaire. On va le présenter tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu donc les études cliniques qui ont été réalisées et une méta-analyse, bien sûr, il y a eu les mesures des marqueurs d'altération des dommages musculaires, donc les CPK, les lactates déshydrogénases, et il n'y a pas d'anomalie au niveau de ces marqueurs, donc aucune gêne musculaire. Et puis également une très bonne tolérance au niveau rénal et hépatique. Et cette efficacité, effectivement, elle a été prouvée, et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette allégation santé, à travers donc 4 études randomisées, donc 4 études cliniques randomisées versus placebo, donc en bras parallèles, enfin le gold standard, le niveau le plus élevé, si vous voulez, au niveau de la méthodologie sur ces études cliniques qui ont été menées donc depuis plusieurs années maintenant. Bon. Voilà, donc ces études cliniques, il y en a eu donc 4 avec une méta-analyse. Donc une première étude qu'on appelle pilote pour voir l'efficacité du limicole, une deuxième étude qui est dite donc confirmatoire, qui va confirmer les premiers résultats et qui va évaluer effectivement la bonne tolérance musculaire et hépatique et rénale. Une troisième étude qu'on appelle exploratoire, durant laquelle en fait on a doublé les doses de l'imicole. Au lieu d'être à 3 comprimés par jour, on a doublé les doses pour voir s'il y avait toujours cette bonne tolérance et cette sécurité d'usage pour l'imicole.
Voilà. Et puis une quatrième étude qui associait des mesures hygiéno-diététiques seules ou mesures hygiéno-diététiques associées à l'imicol. Et là, on a pu montrer l'intérêt de cette association au niveau des mesures hygiéno-diététiques. Donc, quels sont les résultats que l'on obtient? Eh bien, l'imicol seul va permettre d'avoir une baisse, et ça assez rapidement, dès le premier mois, de 20% du taux de LDL cholestérol, donc je vous le rappelle, qui est le mauvais cholestérol, avec une stabilisation des résultats par la suite. Mais dès le premier mois, on va avoir des résultats. Alors, j'ai un certain nombre d'années d'expérience au laboratoire désormais pour vous dire simplement les retours cliniques. Vraiment, les résultats, ils sont obtenus entre voilà, le premier mois et la majeure partie des résultats, c'est entre le deuxième et le troisième mois. Voilà. Il y a des sujets pour lesquels c'est un tout petit peu plus long en fonction de la valeur initiale du taux de cholestérol. D'accord? Donc voilà, mais en moyenne, on a une baisse significative de fait de ce LDL cholestérol de 20%. Et quand on associe aux mesures hygiéno-diététiques, on va obtenir jusqu'à 25% de baisse de ce taux de LDL cholestérol. Donc voilà, donc une solution efficace. Voilà, on va voir sur quel sujet on va pouvoir utiliser le limicol, mais en tout cas, c'est une solution qui a démontré son efficacité à travers, je le précise, donc plusieurs études cliniques. Le deuxième point, c'est que il fallait avoir effectivement une absence d'effets indésirables, donc de douleur musculaire. Ça a été mesuré par les marqueurs, de la fonction aussi hépatique avec les ASAT, les ALAT, et de la fonction rénale. Donc une très bonne tolérance hépatique et rénale. La petite question, c'est que il fallait voir également s'il y avait une modification du coenzyme Q10. Parce que comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de coenzyme Q10 dans la formule de limicol, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'altération musculaire et qu'on n'a pas besoin de rajouter de coenzyme Q10 pour améliorer la fonction musculaire puisqu'elle n'est pas atteinte. Voilà. Et puis, juste la quatrième étude nous a permis de montrer qu'il n'y avait pas d'altération donc de la fonction mitochondriale également lors de l'exercice physique. Petite précision sur la sécurité d'usage aussi de l'imicol, c'est que la levure rouge de riz qui est utilisée ici est de très bonne qualité. Donc, il n'y a pas de citrinine, et ça, ce qui est interdit en France, qui peut provoquer des altérations, notamment hépatiques et rénales. La citrinine est interdite en France. Donc, la qualité de la levure rouge de riz utilisée ici ne présente pas donc, bien sûr, de citrinine. Et le taux de monacoline K est effectivement dans le respect de la réglementation française. Voilà un petit peu les données brutes de ces études sur l'imicol. Voilà. Alors, maintenant, on peut se poser la question, à qui peut-on conseiller, prescrire du limicol? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit, on parle de prévention primaire. Hein, en prévention secondaire, quand les sujets ont déjà eu effectivement un trouble particulier cardiovasculaire, il y a bien entendu, si on se réfère au tableau donc des scores, une prise en charge médicamenteuse. L'imicol, dont son objectif, c'est de prendre en charge les risques faibles à modérés, c'est-à-dire des sujets qui vont avoir un taux de LDL, le mauvais cholestérol, compris entre 1,16 et 1,90 grammes par litre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les risques faibles à modérés. C'est le positionnement donc de l'imicol, avec une baisse, je vous la rappelle, significative, jusqu'à 25% avec les mesures hygiéno-diététiques, mais en tout cas avec l'imicol seul, de 20% de la baisse de ce LDL cholestérol. Je prends un exemple. Si nous avons un sujet qui a 1,6 g par litre donc de LDL, dont l'objectif est de descendre à 1,4 par exemple, parce que par rapport au tableau du score, c'est l'objectif qu'on doit atteindre, et bien là, on est tout à fait dans le scope de la prise en charge par l'imicol. En revanche, si vous avez un sujet qui va avoir un taux de LDL cholestérol de mettons 2 grammes par litre, et pour lequel l'objectif est de descendre compte tenu de son risque, on se réfère toujours au tableau cardiovasculaire pour lequel il faille descendre à un taux de LDL cholestérol de 1 gramme par litre, bien sûr, ce ne sera pas le scope de l'imicol. Ça, on est bien d'accord. Donc, le scope de l'imicol, c'est
une valeur de LDL initiale de 1,16 à 1,90 avec un objectif de baisse jusqu'à 25%. Ça, c'est le scope officiel. Depuis l'existence de l'imicol, il y a des sujets avec leur accord de leur médecin vont utiliser le limicol parce qu'ils sont intolérants aux statines de synthèse ou tout simplement parce qu'ils sont réfractaires aux produits de synthèse. Ça, c'est une autre problématique. Voilà. Mais en tout cas, ça existe aussi en pratique, hein, j'ai pu le constater. Mais nous, le positionnement officiel de l'imicol, c'est 1,16 à 1,90 grammes par litre. Voilà. Ce qui représente quand même beaucoup de sujets. Heureusement, on a pu voir effectivement dans ces dyslipidémies qu'on avait quand même 51% des sujets qui présentaient une dyslipidémie et 30% donc d'une hypercholestérolémie et tout le monde n'a pas des valeurs très très élevées. Donc voilà. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que l'imicol donc a une baisse significative donc du taux de LDL cholestérol de moins 20%. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit également, c'est un petit peu comme les produits, et si je peux faire, et si vous me permettez, un parallèle avec les produits minceurs, plus le taux de cholestérol est élevé, dans le scope qu'on vient de déterminer, plus les résultats sont intéressants, plus on a une baisse rapide. Si vous êtes très proche d'une valeur normale, on n'a pas forcément beaucoup besoin de baisser ce taux de cholestérol. Donc plus le taux de cholestérol, le taux de LDL, puisque c'est le marqueur aujourd'hui, on ne regarde plus trop le cholestérol total, est élevé, plus on aura donc des résultats. On a un maintien donc de ces valeurs sur la prise de 3 mois. Donc, je vais vous préciser ensuite ce que l'on peut faire passer ces 3 mois. On va avoir également, et ça a été mis en évidence lors des études cliniques sur l'imicol, une baisse très intéressante des triglycérides. Et oui, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait des sujets qui avaient une hypertriglycéridémie. Donc, on va voir comment le prendre en charge tout seul, mais parfois associé à du cholestérol. Donc, lorsqu'il y a les deux, eh bien, l'imicol va diminuer le taux de LDL cholestérol, mais aussi les triglycérides. Et par ricochet, lorsqu'on baisse les triglycérides, on augmente le bon cholestérol, c'est-à-dire le HDL. Donc, on a vu qu'il y avait aussi une augmentation du bon cholestérol avec donc le limicol. La sécurité d'usage, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'anomalie au niveau des marqueurs musculaires, pas de modification du coenzyme Q10, sauf si le sujet a plus de 50 ans, il y a une baisse physiologique, mais qui n'est pas liée donc à la prise de statine et d'anomalies musculaires, une bonne tolérance rénale et hépatique. Voilà. Pour l'imicol et les études cliniques qui ont été réalisées sur ce complément alimentaire. Alors, juste une précision, comment utiliser l'imicol et que faire après les 3 mois de cure initiale, puisque ça a été la durée des études cliniques. Je regarde l'heure, je suis tout à fait dans le timing, donc c'est parfait. Alors, on repositionne bien les choses. Vous vous souvenez que dans le tableau du score, il faut impérativement, quel que soit le niveau de risque, faible, modéré, élevé, voire très élevé, introduire des mesures hygiéno-diététiques, bien sûr, avec l'alimentation. Mais on a vu que ça ne suffisait pas sur la baisse significative du taux de LDL cholestérol. Elles sont indispensables, ces mesures hygiéno-diététiques, mais pas toujours suffisantes. Voilà. Donc, on va toujours associer ces mesures hygiéno-diététiques à en cas d'hypercholestérolémie, l'imicol, 3 comprimés par jour, surtout en fractionné pour avoir des résultats. Au début sur 3 mois, un matin, un midi, un soir. Voilà. La petite question qui peut se poser, c'est que faire après les 3 mois? Donc, ce que nous recommande au laboratoire depuis la sortie du limicol en 2008, c'est effectivement d'avoir une baseline, c'est-à-dire une base de départ sur une valeur donc, de LDL cholestérol. Donc, on fait un bilan au départ de la cure. On fait un bilan presque à la fin de la cure, donc au bout de 3 mois, mais encore sous l'imicol. Je vous explique ça parce que parfois, les sujets vont arrêter et vont faire un bilan 6 mois après. Et sur un cholestérol endogène, il suffit par exemple d'un seul mois pour que la valeur remonte. Donc, on ne peut pas interpréter l'efficacité et la valeur, elle n'est pas significative. Donc, c'est 3 mois de cure, baseline, prise de sang. Au bout de 3 mois, encore sur l'imicol, prise de sang. Et on observe, on voit la baisse donc, de ce cholestérol et si l'objectif est atteint ou pas. En règle générale, il est atteint. Donc, voilà. Je vais mettre une petite parenthèse tout de suite après.
Que faire après? Eh bien, très honnêtement, j'ai aujourd'hui des sujets qui sont à 2 voire 1 comprimé de limicol pour stabiliser leurs résultats. Donc, en tout cas, au départ, il faut se conformer aux modalités de l'étude clinique, c'est-à-dire 3 par jour sur 3 mois, et adapter après en fonction du patient. Voilà. Si il y a des taux très très élevés de cholestérol au début, pour accompagner le sujet un petit peu, moi j'aime bien travailler sur le foie et notamment avec un complément alimentaire qui s'appelle le Chrysanthellum americanum. Donc il va aussi permettre d'avoir une baisse de ce LDL cholestérol tout simplement par une action cholérétique où on va stimuler la sécrétion de la bile et favoriser la dégradation donc, des corps gras. Ça, je le réserve dans des cas un petit peu plus sévères, en tout cas quand le taux de cholestérol est plus élevé, où il faille taper un petit peu plus fort. Voilà. Et puis, là, uniquement, comme je vous le disais, si le sujet a plus de 50 ans, et c'est absolument pas lié à une modification du coenzyme Q10 de par l'utilisation de statine, et notamment de statine naturelle, en tout cas pour l'imicol, c'est le cas de l'imicol. On peut rajouter du coenzyme Q10, mais c'est seulement suivant l'âge du capitaine. Voilà. Juste une petite précision, lorsque vous avez des sujets qui vont avoir une hypothyroïdie, si celle-ci n'est pas stabilisée, vous savez qu'il y a une hypercholestérolémie réactionnelle. Donc parfois, les résultats peuvent être un petit peu plus altérés que ceux qu'on a pu observer lors des études cliniques. Et il faut juste avoir à l'esprit de savoir si le patient n'a pas un trouble de la thyroïde qui pourrait en fait, donc une hypothyroïdie, qui pourrait en fait entraîner une résistance un petit peu aux bénéfices de l'imicol. Voilà. Et puis j'ai mis pour clôturer le sujet, on avait parlé de sujets qui cumulaient à la fois une hypertriglycéridémie et une hypercholestérolémie, donc qu'on appelle l'hyperlipidémie mixte. Et bien là, on pourra associer l'imicol, bien sûr en mesure origino-diététique toujours, et associé avec des oméga 3 qui sont très intéressants lorsqu'il y a une augmentation des triglycérides. Voilà, je vais arriver à la fin de cette présentation en vous précisant que, effectivement, fort de l'expérience et l'expertise qu'on peut avoir avec l'imicol tout au long de ces nombreuses années, on a toute une gamme complémentaire à viser donc cardiovasculaire qui va cibler effectivement l'hypertension dans un certain scope, comme pour l'imicol, qui va cibler le bon état des artères, mais également l'obésité abdominale avec le lipocible et le glycéminate pour le diabète de type 2. Donc tout ça pour vous dire que l'imicol s'inscrit dans une gamme complète cardiovasculaire fort de notre expertise en ce domaine. Voilà, j'ai terminé et je vais donc laisser la parole à Alice. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation qui était très claire. J'espère qu'elle vous a tous plu. On va prendre un petit instant dans quelques minutes pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas s'il y en a encore à les poser dans les rubriques sur la droite de votre écran. Avant ça, on va juste passer par une petite présentation de Simplicure, donc qui vous a offert ce webinaire en partenariat avec le laboratoire L'Écuyer. Donc Simplicure, c'est une plateforme de recommandation de compléments alimentaires multilaboratoires qui est destinée aux professionnels de santé. Et donc, pour que ce soit plus clair pour vous, je vais vous partager mon écran afin qu'on puisse regarder ensemble rapidement comment celle-ci fonctionne. Vous accédez donc à un compte professionnel à partir duquel vous avez d'ailleurs accès au replay des webinaires et donc très prochainement au replay de ce webinaire avec le laboratoire L'Écuyer. Mais vous pouvez notamment créer des recommandations de compléments alimentaires. Donc pour ça, rien de plus simple, vous créez une nouvelle recommandation à laquelle vous avez la possibilité d'ajouter des produits de différents laboratoires et notamment du laboratoire L'Écuyer, puisque vous pouvez filtrer vos recherches dans le catalogue et notamment par laboratoire. Donc par exemple, je peux sélectionner L'Écuyer et je retrouve tous les produits qui sont présents sur Simplicure.
Sur chaque produit, vous avez bien sûr le détail des informations. Vous retrouvez notamment la posologie, les contre-indications ou encore la formulation. Et lorsque vous avez trouvé les produits que vous souhaitez recommander à vos clients, à vos patients, il vous suffit de les ajouter à votre recommandation. Donc par exemple, si je prends ces deux-ci et que je retourne à ma recommandation, je retrouve bien les produits. Vous avez la possibilité chez Simplicure d'offrir une réduction à vos clients ou bien de prendre des avantages en réglant ici comme vous le souhaitez. Et ensuite, rien de plus simple, vous ajoutez le client auquel se destine cette recommandation et vous lui envoyez par email. Votre client derrière, il n'a plus qu'à commander les produits que vous lui avez recommandés. Bien sûr, il reçoit tout en un seul colis, même s'il y a des produits de différents laboratoires, et cela sous 72 heures. Donc si c'est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Simplicure. On vous aidera dans la mise en place de la plateforme. Bien sûr, c'est une solution qui est gratuite et qui se destine aux professionnels de santé. Vous retrouvez donc plein de laboratoires, une centaine désormais, avec plus de 200 formulations. Et pour vous, professionnels de santé, ça vous permet de simplifier vos recommandations puisque tout est dans un seul endroit. On remarque aussi une augmentation de l'observance puisque derrière, ça simplifie la vie aussi pour vos clients, vos patients. Et donc, ils ont tendance à bien suivre ces recommandations. Et puis en plus, vous bénéficiez de nombreux avantages. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a également des prochains webinaires qui arrivent jeudi sur le syndrome métabolique ou encore la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire d'ores et déjà. Et puis on va prendre le temps de répondre aux questions, Nathalie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps déjà de regarder. Oui, il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent, donc c'est super. Merci à tout le monde. On va commencer peut-être par le commencement. Alors, je regarde sur le tableau. Alors, touc, 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 touc. Euh, alors, on dit qu'en prenant de la levure rouge de riz, il faut aussi prendre du coenzyme Q10. Est-ce que c'est exact? Alors, oui et non. En fait, tout dépend de la qualité et du dosage de la levure rouge de riz. On l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Je disais que nous, dans les Nicoles, on n'avait pas besoin de mettre du CoQ10 parce que, compte tenu de la dose en monacoline, et c'est aujourd'hui la réglementation, en fait, il y a eu cette nouvelle réglementation. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de compléments alimentaires en France qui étaient formulés à partir de levure rouge de riz, mais seuls, et qui, pour être efficaces, devaient être très fortement dosés, proches des doses médicamenteuses, c'est-à-dire les 10 mg. Et on sait pertinemment, et ça c'était depuis 20 ans, hein, quand on a commencé à travailler sur le sujet, que déjà à 4, 5, 6 mg de levure rouge de riz, il pouvait y avoir très rapidement des douleurs musculaires. Et pour masquer ces douleurs musculaires, on agissait sur la mitochondrie en ajoutant ce coenzyme Q10. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on n'avait pas besoin d'ajouter du coenzyme Q10 puisque la formule était initialement basée sur 2 mg de levure rouge de riz, mais en associant d'autres actifs qui expliquent l'efficacité. Et on est bien d'accord que la levure rouge de riz toute seule, en fonction de sa fabrication aussi et de sa qualité, ne pouvait pas assurer une efficacité. Donc, ajouter du coenzyme Q10, tout dépend en fait de la qualité de la levure rouge de riz et de sa concentration. Mais aujourd'hui, sur le marché français, on n'est plus autorisé à commercialiser et à vendre une levure rouge de riz supérieure à 3 mg en monacoline totale. Donc, au-delà, douleur musculaire. C'est pour ça qu'il y a eu un encadrement. Donc, voilà pourquoi il y a certaines formules, on retrouvait du coenzyme Q10, c'était pour masquer les douleurs musculaires. Et là, on a vu dans les études cliniques qu'il n'y avait pas d'altération de ce coenzyme Q10. Il y a une autre question sur le cholestérol aggravé par des médicaments type ésétrol. Alors l'ésétrol, effectivement, c'est un médicament qui associe une résine. Quid du cholestérol aggravé? Alors normalement, ils agissent sur le cholestérol. Après, il y a toujours des effets indésirables sur ce genre d'utilisation qui associe aussi parfois sur certaines résines des statines de synthèse avec effectivement alors après, si le cholestérol est aggravé, il y a peut-être d'autres problématiques derrière.
Il y a une question sur la présence des calculs biliaires et une contre-indication. Alors, je n'ai pas de contre-indication par rapport à cette situation. Il y a dans la réglementation française aujourd'hui une restriction d'usage lorsqu'il y a dans les formules la présence de curcuma. Et là, l'altération de la fonction biliaire ou la présence de calculs biliaires va induire cette mention. Là, je n'ai pas forcément de contre-indication par rapport à ça. Enfin, alors, hop, je reprends. Question intéressante aussi, merci de les poser. C'est une fois que le taux est stabilisé, je relis, hein, je fais du verbatim, cela veut-il dire que la personne doit prendre l'imicol à vie? Eh bien, en fait, ça dépend. Comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, au début, quelle que soit la situation en risque faible à modéré, c'est 3 comprimés par jour en fractionné sur 3 mois. Aujourd'hui, j'ai des sujets qui sont à 2, voire à 1 parce qu'ils stabilisent leur taux de cholestérol. À vie, pas forcément. Tout va dépendre en fait de l'objectif, s'il est atteint ou pas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de patients quand même qui sont à 1 comprimé par jour et qui font des fenêtres et des pauses. C'est-à-dire, ils vont prendre l'imicol en faisant des cures. Pas trop longue la pause. Pourquoi? Parce que si c'est un cholestérol endogène, comme je vous ai dit tout à l'heure, rapidement ça peut monter. Donc voilà, ce n'est pas forcément ad vitam aeternam, en tout cas à raison de 3 comprimés par jour, ça non. Donc voilà. Ensuite, il y avait, pouvez-vous préciser le lien entre une hypothyroïdie et l'hypercholestérolémie? Alors ça, c'est quelque chose d'observationnel. Vous savez que la thyroïde, elle va, comment dire, diriger beaucoup de fonctions, la thermogénèse, les hormones sexuelles, le développement staturo-pondéral et avoir aussi un rôle sur tout ce qui est cardio-métabolique. Et on sait de façon observationnelle qu'une hypothyroïdie, donc instable, qui n'est pas stabilisée, va entraîner une hypercholestérolémie. Le lien, c'est par rapport à la fonction donc thyroïdienne. Autre question, les oméga 3 à ne prendre que si le taux de triglycérides est élevé. Alors, dans le cadre cardio-métabolique, donc effectivement, on ne va prendre des oméga 3 que si mon taux de triglycérides est élevé. En revanche, les oméga 3 sont extrêmement déficients dans l'alimentation française, même européenne. On ne mange pas assez de poissons gras et on sait que ces oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires très intéressantes. Donc, ils peuvent avoir d'autres bénéfices, si vous voulez, en dehors que le cardio-métabolique, notamment sur la dépression, par leur côté anti-inflammatoire, sur les troubles cutanés, etc. Mais là, si on se cantonne à la sphère cardio-métabolique, oui, je ne vais pas forcément donner des oméga 3 si mon taux de trigly est normal. En revanche, si c'est quelqu'un qui, en plus de ça, fait des états de déprime très régulière ou est anxieux, etc., on pourra donner oméga 3. Mais ça ne s'inscrit plus dans le contexte cardio-métabolique. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, contexte cardio-métabolique uniquement si les TG sont élevés, donc supérieurs à 1,5 g pour entre 0,5 et 1,5, c'est la valeur normale. Donc, si c'est au-delà de 1,5 g. Est-ce également adapté pour les femmes de plus de 70 ans? Alors, c'est une excellente question parce que tout à l'heure, on a vu la fiche de l'imicol et vous pourrez la regarder sur le site de Simplicure. Il y a réglementairement aujourd'hui des obligations à apposer des précautions d'usage qui peuvent être soit indispensables, obligatoires, soit purement réglementaires. Et depuis l'année dernière, il y a eu effectivement des mentions qui sont devenues obligatoires et qui ne l'étaient pas avant, et notamment une mention, alors je ne sais plus comment elle est formulée précisément, mais c'est déconseillé aux personnes de plus de 70 ans. C'est purement réglementaire. Ce n'est absolument pas médical. Je m'explique. C'est qu'en fait, c'est une mention qui apparaît obligatoirement sur les médicaments statines fortement dosés. Et c'est une transposition qui a été faite de ce type de médicament sur le complément alimentaire. C'est nouveau de l'année dernière. Bien sûr, nous, depuis 2008, il y avait des sujets de plus de 70 ans qui consommaient, qui utilisaient avec grand bénéfice l'imicol, mais la réglementation a imposé sur
tous les compléments alimentaires à base de levure rouge de riz, de mentionner donc cette limite d'âge. C'est déconseillé aux plus de 70 ans, mais c'est simplement une transposition réglementaire du médicament aux statines naturelles. Donc statine de synthèse aux statines naturelles. Donc oui, on peut utiliser sans aucun problème, à condition d'avoir toujours le scope LDL 1,16 à 1,90. Voilà. Je ne vois plus. L'imicol est-il compatible avec des hypotenseurs? Oui, l'imicol est compatible avec des hypotenseurs, avec des anticoagulants. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire des associations avec d'autres médicaments à visée hypocholestérolémiante? Donc, avec une statine de synthèse qui aura le même mode d'action que l'imicol, c'est-à-dire l'inhibition de la chaîne GCoA-réductase, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Je sais que certains médecins associent, par exemple, des fibrates qui vont avoir un autre mode d'action que le limicol, donc une statine naturelle. Là, on peut associer. À partir du moment où vous avez les mêmes modes d'action, pour moi, il y a peu d'intérêt. Il n'y a pas d'effet cumulatif. Si c'est pour masquer un effet indésirable via une statine de synthèse en associant avec une statine naturelle, on ne va pas effacer, estomper l'effet indésirable de la statine de synthèse. Donc voilà, tout dépend un petit peu des autres médicaments hypocholestérolémiants, mais sur des antihypertenseurs, etc., il n'y a aucun souci au niveau des associations. Donc oui, ça peut être compatible. Qu'est-ce que nous avons comme question? Alors, il y a une question sur, logiquement, à partir du moment où l'enzyme HMG-CoA-réductase est bloquée, la formation du coenzyme Q10 l'est aussi. Alors, d'abord, on ne bloque pas à 100% parce que, comme vous l'avez vu, il faut donc un peu de cholestérol, mais en fait, la voie de synthèse, elle est commune jusqu'à un certain moment par rapport au coenzyme Q10. Elle est bloquée donc en amont, mais c'est une modulation qui se fait. Donc voilà, il y a encore et heureusement, et c'est pour ça que dans l'étude clinique, on a mesuré ce taux de coenzyme Q10 qui était initial et physiologique et il ne bouge pas. Donc ça, c'est intéressant. C'est lié aussi aux doses de levure rouge de riz qu'on utilise, bien sûr. Donc pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on avait comme autre Alors, j'ai une question intéressante sur l'insulinorésistance. Peut-elle augmenter le taux de LDL ou augmenter le taux de triglycérides? Alors, on revient ici sur un sujet, je regarde l'heure aussi, Alice, vous me dites si je dépasse et je déborde. C'est tout bon. L'insulinorésistance augmente le taux de LDL. En fait, ce qui se passe, tout à l'heure, on a parlé de l'obésité abdominale. Et lorsqu'on va avoir une obésité abdominale, il va y avoir donc une production, une libération d'acides gras libres qui vont être pris en charge par les lipoprotéines qu'on a vues, les LDL. Effectivement, on va avoir une augmentation du LDL, d'accord? Et en fait, ces acides gras libres qui sont véhiculés par le LDL, normalement, sont utilisés, vont être présentés à l'ensemble des cellules. Ces cellules, normalement, elles utilisent aussi le glucose, d'accord? Mais quand les cellules vont voir arriver le glucose et ces petits acides gras, eh bien, elles vont faire rentrer les acides gras et laisser dehors donc le glucose qui entraîne une hyperglycémie. Et au bout d'un moment, le pancréas qui va fabriquer de l'insuline va être un peu fatigué, ne va plus en fabriquer et on rentrera dans l'insulinorésistance. Donc en fait, c'est à partir d'une obésité abdominale où on va avoir une augmentation du mauvais cholestérol par la fabrication de lipoprotéines et une insulinorésistance. Donc il y a une relation, mais qui vient du fait qu'on ait une obésité abdominale à l'origine. Une obésité abdominale profonde, viscérale, avec des médiateurs de l'inflammation. C'est pas juste l'obésité abdominale, un petit bourrelet avec une graisse juste sous-cutanée. C'est vraiment quelque chose de plus profond. Alors, l'imicol compatible avec une insuffisance rénale chronique, on n'a pas forcément de mention particulière par rapport à ça. On fractionne bien les prises. Donc voilà. Par contre, on mettra pas quelque chose, un draineur qui va accompagner, par exemple, à côté la prise.
Donc le lit possible, je l'ai dit. Alors, lit possible, alors c'était pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai une question sur les lits possibles. Y a-t-il des contre-indications? Alors, ce ne sont pas des contre-indications, parce que les contre-indications, c'est pour les médicaments, mais des conseils, des conseils d'utilisation et des précautions d'usage. Et notamment, lit possible va contenir un peu donc de curcuma. Et là, on va avoir des mentions sur la fonction hépatobiliaire, par exemple, et c'est sur l'utilisation d'anticoagulants et c'est une obligation réglementaire. Par contre, vous savez que l'utilisation des anticoagulants, c'est une vaste famille. Ce sont surtout sur les AVK où il ne faut absolument pas, là, absolument pas, je fais mes bras en croix comme ça, utiliser du curcuma, quelle que soit sa dose, avec des AVK. Voilà. Si c'est un anti-agrégant, un aspirine Protect ou autre, il n'y a pas de souci, mais les AVK, c'est niet de chez niet, quelle que soit la dose de curcuma. Enfin, voilà. Après, les polycosanols dans le limicol pose-t-il un problème au niveau des diabétiques? Alors, même si c'est de la canne à sucre, ce n'est pas directement du glucose, donc il n'y a pas d'anomalie au niveau de la glycémie. Qu'est-ce que j'ai là aussi? Les possibles contre-indications. Il y avait une question sur l'artichaut. Contre-indiquer l'utilisation chez les personnes ayant des calculs biliaires. Là, il n'y a pas de mention particulière concernant donc cet extrait sec d'artichaut et le dosage. Sinon, on aurait été obligé de le mettre. Donc, on suit vraiment la réglementation. Après, il y a une question. Alors, est-ce que le limicol peut agir sur un sujet qui présente un LPA élevé? C'est-à-dire LPA, je ne vois pas ce que c'est, si vous pouvez préciser. Et c'est limicol. Et sinon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il en reste encore. Alors, qu'est-ce que l'on me Ouais. met? On a fait un bon tour des questions. Il y avait éventuellement, est-ce qu'un apport de cholestérol exogène dès le matin Ah, permet de limiter la synthèse de cholestérol endogène? c'est une très bonne question. Si on se réfère au docteur Delaboze, qui est un micronutritionniste et chronobiologiste, on dit que la synthèse de l'enzyme, donc l'HMG-CoA réductase, est synthétisée entre, on va dire, 6 heures le matin et midi, pour être très schématique. Donc, docteur Delaboze, donc chronobiologiste et chrononutritionniste, dit qu'en fait, il faut manger les corps gras le matin. Il parle de repas de roi le matin, de prince le midi et de manant le soir. Il vaut mieux apporter effectivement les corps gras le matin plutôt que le soir parce qu'on ne les stocke pas et on va ainsi moduler, comme on apporte du cholestérol exogène, on va limiter l'activité et la production de notre cholestérol endogène. Donc ça, c'est une très très bonne remarque. Ah oui, lipoprotéine A. Ok. Alors, sur la lipoprotéine A, on n'a pas eu de données de fait. La lipoprotéine A va avoir un rôle direct sur le HDL, hein, pour répondre à la question de tout à l'heure. Donc, l'imicol va entraîner une augmentation du HDL de par une diminution du triglycéride. On n'a pas mesuré l'ApoA directement, mais comme elle est reliée au HDL, certainement. Enfin, voilà. Et puis, j'avais une question, je vois, la levure rouge de riz égale statine. La levure rouge de riz est une statine, mais naturelle. C'est à la base la lovastatine, puisque cette levure rouge de riz est une petite production, si vous voulez, qui est issue, un pigment qui est utilisé d'un point de vue alimentaire aussi. En Asie, on l'utilise comme pigment alimentaire et qui provient en fait d'une fermentation d'un petit champignon qu'on appelle Monascus purpurea. Donc c'est une statine, mais naturelle, qui a été ensuite copiée par l'industrie pour faire les statines de synthèse. Mais on parle de statine naturelle. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes questions. Et alors c'est pas le docteur Derbos, c'est de la Bosse, qui est un chrono-nutritionniste et qui parle effectivement très bien de cholestérol et du réglage alimentaire avec. Voilà. Alors, Il y les avait, œufs et ouais, le c'était mythe, la question sur les œufs. effectivement, c'est un mythe. Effectivement, c'est un mythe. Donc, voilà. Super. Tout à fait. Voilà. Bah, je crois qu'on a répondu à peu près enfin, vous avez répondu à peu près toutes les questions. Ah Je oui, pense il y a juste, Aline, si je peux, Alice, si je allez-y. peux me permettre, il y a juste une question qui est très importante, qui est les personnes ayant testé le limicol avaient-elles par ailleurs un traitement médical classique, voire un régime alimentaire? Pour repréciser les études, quand on fait une étude
clinique, c'est versus placebo. Donc les gens, bien sûr, ne prenaient rien à côté comme traitement médicamenteux qui puisse avoir un impact sur le cholestérol. Sinon, ils sortent de l'étude. Hein. Quand on parle d'une étude clinique, on ne teste qu'un produit versus placebo. D'accord. Donc ça, c'était les 3 études cliniques. Donc il n'y avait aucun traitement à côté qui pouvait avoir un impact sur le taux de cholestérol. Donc c'est uniquement l'efficacité de l'imicol. Et la dernière étude, l'étude 4, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est une étude qui a comparé 2 groupes qui avaient uniquement les mesures hygiéno-diététiques et l'autre groupe mesures hygiéno-diététiques plus l'imicol. Et on a vu que l'imicol optimisait les mesures hygiéno-diététiques puisqu'on avait une baisse de 25% avec mesures hygiéno-diététiques plus l'imicol et seulement de 5% pour mesures hygiéno-diététiques. Donc voilà. Et en tout cas, dans les études cliniques, on leur demandait au sujet de ne pas modifier leur mode de vie parce que sinon, voilà, ça pouvait avoir un impact de 5%, même si c'est minime. C'est pas forcément, ça peut altérer les résultats et d'avoir un régime normocalorique. On les mettait pas en hypocalorique parce que sinon, si c'est un cholestérol exogène, si vous mettez en hypocalorie, c'est sûr que le taux de cholestérol il baisse. C'est normal. C'est pas le produit, c'est juste le régime hypocalorique. Donc tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour cette petite précision. C'est vrai que c'est pas Et alors, forcément il y a une dernière question, Ah, et je crois qu'on va arrêter là après, qui est très intéressante, avec justement, c'est Hervé qui pose la question sur les PSSK9. En fait, c'est une nouvelle classe thérapeutique médicamenteuse. En fait, c'est une sorte d'anticorps monoclonal qui va agir sur une protéine en la bloquant. Mais ça, c'est vraiment réservé, c'est une prescription hospitalière. C'est arrivé il y a très peu de temps en France. Et c'est vraiment réservé pour des sujets qui ont des taux de cholestérol très très élevés et des sujets à risque très très élevé. Donc voilà. Voilà, et je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci aussi pour toutes ces réponses aux questions. Je pense que ça a bien aidé tous les participants. Et puis, à très bientôt à tous pour un nouveau webinaire. À très bientôt, Nathalie également. Merci encore au laboratoire L'Écuyer. Et puis, merci pour ce très beau webinaire. Merci beaucoup à tout le monde et au plaisir. Je Bonne vous souhaite journée. une très belle après-midi. Au revoir.